faut que cela cesse. Nous avertissons tout le monde. Nous ne sommes contre aucun parti. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes au-dessus des partis aujourd'hui, en ce jour. Mais nous avertissons aussi que nous nous battrons contre qui que tu sois, qui n'agit pas bien pour l'intérêt du peuple de la Guinée. Ce qui s'est passé en Libye avant 2011, nous savons très bien aussi que cette intervention il y a une résolution au niveau de l'ONU, il n'était pas dit il fallait évincer Kadhafi, mais c'était pas ça, mais ça a été complètement dénaturé. Voilà, au lieu de nous appeler, n'est-ce pas, et discuter avec nous, ils nous traitent, n'est-ce pas, de sauvages, n'est-ce pas, de bêtes sauvages, n'est-ce pas, de rebelles. Au lieu de nous appeler. Ces rebelles-là constituent aujourd'hui l'ensemble des anciens de la République de Guinée, ça ne travaille pas en Guinée, et ils disent que nous sommes des rebelles. Il invite les centrales qui n'ont aucune représentativité au niveau, n'est-ce pas, de la base, surtout de l'éducation. D'accord. Donc, je vais rapidement vous dire tout ce que les gens disent. Alpha Condé est le meilleur politicien en Guinée, c'est faux. Moi, je vous le dis, et je le persiste et je vous donne des exemples. Parce que moi, j'ai vu Alpha Condé venir au pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Alpha Condé, pour sa première participation aux élections, il était autour de 25%. Par exemple, à Matam, nous avons dit quel est le nombre de quartiers qu'on nous a indûment retirés, quel est le nombre de conseillers qu'on nous a retirés, quel est le chiffre qui a été manipulé, combien on a ajouté de façon injustifiée au RPZ, combien on nous a retirés, combien on a ajouté ou retiré pour l'UFR. De façon très claire, nous avons ça. Et nous l'avons déposé au niveau du comité de suivi. L'opposition togolaise est une opposition qui est crédible. L'opposition togolaise a montré son sens des responsabilités. L'opposition togolaise a montré sa capacité à diriger le Togo. Bonsoir, mes auditeurs, vous êtes sur Africa Midi dans l'émission Savoir et Comprendre. Nous sommes samedi 10 février 2024. Au micro, Ibrahim Ahmed Ba. C'est un plaisir, encore une fois. C'est le 5e numéro de cette émission pour la saison 2024. Nous sommes en direct sur la page Facebook de Africa Midi et également sur le site de Africa Midi. Notre invité de ce soir, c'est M. Adrien Ouabalakou. Il est économiste congolais. Nous l'avons depuis la France. Nous allons avoir son analyse sur un certain nombre de sujets relatifs à l'Afrique, entre autres le franc CFA, la crise sénégalaise actuellement, et le troisième point, ça va être sur le Congo RDC. Le Congo RDC où il y a une situation de guerre actuellement avec des millions de victimes, une guerre entre l'armée congolaise et les rebelles M23, entre autres. Voilà, aimables auditeurs. Ceci dit, je vais démarrer cet entretien avec mon invité. Je rappelle les auditeurs, ce soir, ce sera un entretien, une interview. Il n'y aura pas une phase de débat. Je vous rassure, les aimables auditeurs, nous reviendrons au débat dans les prochaines éditions de cette émission Savoir et Comprendre. Vous savez, ici, l'émission Savoir et Comprendre, elle est là pour donner la parole à la diaspora africaine. Mais mon invité, M. Ouabalakou, si vous m'entendez, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi. Bonsoir. Voilà, c'est un plaisir. Vous êtes économiste Adrien Ouabalakou, vous êtes congolais, vous résidez en France et ce n'est pas une première fois sur Africa Midi. On vous a invité dans cette émission plusieurs fois pour avoir vos analyses par rapport à un certain nombre de sujets relatifs à l'Afrique et aussi parlant du Congo-Brazza, votre cher pays. Monsieur Ouabalakou, je voudrais entamer avec vous cet entretien en commençant par ce qui se passe au niveau du Congo-RDC, votre voisin. Il y a une situation de guerre actuellement où il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de victimes. Pour mes auditeurs, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe au niveau du RDC, est-ce que vous pouvez planter le décor? Bonsoir les auditeurs du monde entier. C'est un plaisir de toujours venir à Africa Midi, en tout cas, faire savoir ce qui se passe du côté de l'Afrique. Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, c'est le même peuple. Donc je disais qu'avec ces petites discussions qu'on a eues entre les dérives, j'ai rappelé ici que Ngaliema, la reine Ngaliema, du côté du Congo-Kinshasa, si je me place en vue du machin, je pense que c'est la rive gauche et nous sommes à la rive droite. Et donc, le Congo, nous avons Makoko, c'est la même famille. Et donc, partons du nord, depuis la Centrafrique et du Cameroun,
en suivant tous ces majestueux fleuves Congo jusqu'à dans le sud du Congo. Ce sont des familles, ce sont les mêmes familles. Et donc, quand il ne faut pas qu'on rentre encore dans Berlin, c'est pourquoi je disais que les Congolais les Allemands n'étaient pas des Congolais. Et si les Allemands ont eu à casser ce mur de Berlin, et nous n'avons plus à construire ce mur affiché de la honte. Et après tout, on est avant tout africain. Et donc, voilà, je suis solidaire avec mes frères de Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. On va ajouter, si on veut parler de ce qui était le Congo de Kotila, faire rencontrer ces trois pays. On peut compter l'Angola, une partie du Gabon, du Congo et Kinshasa. Donc, c'est un même peuple. Et donc, nous ne pouvons pas supporter ce qui se passe à l'est de l'Afrique. C'est un conflit depuis très longtemps. Je pense que c'est mon ami Robert Hue, qui fut secrétaire national du Parti communiste, et qui m'avait en tout cas envoyé, qui m'avait lu ce bouquin-là. Après, je pense un forum au Burkina Faso, et que je l'avais interpellé, et que ce n'était pas juste ce que déjà subissaient les Congolais de Brazza, la fameuse communauté internationale. Donc, c'est un dossier, c'est-à-dire qu'on veut saccager le concours de Kinshasa pour permettre des pillages. On a même vu de Zarenov, des petits avions, des bimoteurs, en tout cas décoller dans des terrains accidentés en portant des minéraux. C'est quand même scandaleux au niveau des Nations Unies de faire comme ça. Et donc, je suis solidaire. Et effectivement, on a vu le football s'inviter à la Coupe d'Afrique des Nations, les doigts au niveau de la tempe, et puis l'autre main qui ferme la bouche. Il se passe à ciel ouvert, dans un bloc-out, de ne pas parler de ces populations innocentes qui sont écrasées par la communauté internationale, parce que ça se passe quand même à ciel ouvert. Nous ne fabriquons pas des armes, nous voulons. Je pense que c'est pas bien de faire comme ça. Et donc, je suis solidaire et je suis d'accord. D'accord, en tout cas. Mais qu'est-ce qui a provoqué cela? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui fait que... Parce que ça dure quand même depuis plusieurs années et ça fait des millions de victimes, ça fait beaucoup de déplacés aujourd'hui au niveau du sud du Congo RDC, au nord Kivu. Il y a beaucoup de déplacements et les gens se déplacent actuellement vers Goma. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la raison? D'où vient cette crise? La raison est ailleurs, c'est-à-dire qu'on veut aller faire main basse sur ce pays continent, le Congo-Kinshasa, c'est un scandale, le disent certains, les experts, un scandale géologique. Et donc, partant de ça, il faut en tout cas essayer un peu de saccager ce pays-là en se servant du Rwanda. Et donc, Kagame, je l'ai dit à haute voix, je pense que ce n'est pas bon. Nous sommes des frères dans cette partie. Vous avez ce qu'on appelle le néolithique et puis des bambous. Et d'ailleurs, la première identité, c'est notre peau. Et donc, je disais, pour construire cette Afrique et que nous voulons, il y a des chambres, et puis il y a aussi des salons. Et donc, c'est une maison commune, et puis chacun peut sortir de la chambre, et puis on se retrouve au salon, on se partage le casse-croûte. Et ce comportement expansionniste de Kagame, qui est, je pense, lui, mon grand frère, le ministre Sassou Nguesso, qui est très actif au niveau de la communauté internationale, le peuple congolais, le peuple de Congo-Kinshasa, c'est notre peuple, et que c'est vrai qu'il parle de la Libye, j'ai vu ça, les Congolais ils souffrent, et je pense que ce message doit être entendu à Kigali, à Kinshasa, au Congo-Brazzaville. Nous voulons vivre en paix parce que la paix est essentielle à l'émancipation des pays, c'est-à-dire le développement. On ne peut pas se développer dans le chaos. Et donc, si M. Sassou Nguesso, qui connaît très bien M. Paul Kagame, maintenant c'est à lui de faire la médiation. Le centre coup en Afrique, il faut que cela s'arrête. Et maintenant, je veux aussi interpeller Tshisekedi dans des déclarations un peu incendiaires comme ça. La première cartouche tirée, déclaration de guerre. Bon, on ne peut pas régler les affaires d'un pays, de tout un continent, dans les velléités. Et je pense qu'il faut assez être responsable. C'est vrai, on sa campagne pour briguer, en tout cas, la magistrature suprême
du côté de Kinshasa, c'est ce qu'on appelle la profession de foi, de dire aux Congolais, écoutez, je suis un va-t-en-guerre. Non, il n'y a pas d'être va-t-en-guerre dans cette affaire-là. C'est vrai que la promesse n'engage que les gens qui les tiennent, et que la promesse, quelque part aussi, c'est une dette. Je pense que si on s'enferme dans cette façon de faire, on fera plus du mal à ce des peuples, si le peuple rwandais est aussi innocent dans cette affaire. C'est M. Kagame, je ne sais pas, il est pris par quoi, il doit se sentir patriote. Donc, nous sommes régis par la même peau, et c'est une honte pour moi qu'on aille agresser des milliers de gens qui font des déplacements avec des matelas sur la tête. Ce n'est pas pensable au XXIe siècle où, en tout cas, tous les pays sont dotés de l'Internet, de moyens de communication, donc la distance ne fait plus force que loi. Ce serait une hypocrisie que la communauté internationale ne soit pas au courant de ça. Et donc, je pense qu'on vous dit même que les belligérants, les M23, ils sont sûrs, ils sont plus équipés que l'armée onusienne, et donc c'est une honte. D'accord, Voilà. d'accord. Adrien Obalakou, quelle serait, c'est ça ma dernière question, ensuite on va enchaîner sur les deux autres points de cet entretien. Quelles seraient les solutions concluantes de cette situation aujourd'hui, les véritables solutions selon vous? Ben, il faudrait que Sassou connaisse très bien Kagame. Monsieur Tshisekedi connaît très bien, ils ont des bonnes relations avec Sassou Nguesso. Alors je vais faire un peu de mathématiques, ça rentre dans la politique. Si A est égal à B, B est égal à C, on peut conclure que A est égal à C. Donc je pense qu'il peut faire des dialogues. Bon, il faudrait que Sassou Nguesso aille voir Kagame à Kigali et que M. Tshisekedi fasse le déplacement, qu'il vienne voir Sassou Nguesso. Je pense que l'épicentre de cette affaire, c'est Sassou Nguesso. C'est à Sassou Nguesso de régler cette affaire-là. Il est plus âgé qu'eux. C'est des jeunes présidents, mais je suis même plus âgé que eux, et que nous voulons la paix de cette partie du monde. C'est très bien, M. Denis Sassou Nguesso, la Libye, c'est très loin. La Libye, c'est une affaire des Français qui s'en occupent, puisque j'ai vu le président Macron ouvrir les portes de l'Élysée pour cette conférence internationale pour la paix. Alors que nous, quand on était dans le bavard, dans la situation les plus extrêmes du monde, et pourtant nous sommes du même côté de la Méditerranée, M. Macron, qui d'ailleurs n'ont jamais voulu nous recevoir là-bas, alors que nous avons tout donné à la France, et donc nous n'avons rien à la France. C'est ça qu'il faut un peu, sans rejoindre, oui, je veux rejoindre Ramayad, et que l'Afrique c'est pas un terrain de jeu où tous ces bandits de la communauté internationale viennent s'essuyer tranquillement les pieds, les sangs. Et donc, à côté, vous avez ces peuples, c'est même plus que la guerre mondiale. On a chiffré, depuis que cette guerre existe, nous en sommes à 12 millions de pertes en vie humaine. Et je pense qu'on ne peut pas construire une nation comme ça. La vie est un don de Dieu, et nous naissons égaux en droit, et quel péché nous avons fait. Et c'est par notre pigmentation qu'on vient s'en prendre à nous. Mais je pense qu'il faudrait que ce message de paix soit entendu, je dis bien, à Kigali, à Kinshasa, à Brazzaville. Nous sommes, j'ai dit la carte d'identité, nous sommes des parts, et donc il faut qu'il y ait la coexistence et la cohabitation, et donc il faudrait que ces messages soient entendus. Donc j'ai demandé à mon grand frère d'administration des Sceaux de s'en occuper. Donc je viens de faire des mathématiques que finalement A est égal à B, B égale à C, et que finalement A est égal à C. Donc c'est bien la Libye, nous sommes sud-africains, mais je pense que l'urgence, c'est Kinshasa et le Rwanda, et donc il faudrait que les choses s'en mêlent. Autrement dit, ça sert à rien. D'accord. En tout cas, un message de solidarité à l'endroit du peuple congolais. Voilà, j'espère qu'une solution va être très vite trouvée face à cette situation. Vous l'avez dit, plus de 10 millions de victimes, de morts à partir de cette crise, et beaucoup de déplacés, énormément de déplacés. C'est une catastrophe humanitaire et c'est triste. C'est une honte, mondiale, c'est une honte, il faut le dire. Mais comment on peut imaginer au XXIe siècle, l'ONU s'amuse, vous savez, les grands producteurs des armes, c'est qui? Eh bien, aujourd'hui, la France caracole en deuxième position, les États-Unis et puis le reste. Je pense que c'est une honte. Nous avons besoin du pain, nous avons besoin des armes. Pourquoi faire des armes? Donc, je pense qu'il faudrait que ça soit clair
puisque j'écoutais le président Macron, ça m'amuse un peu, ce genre de compromis africain, alors qu'on doit être régi par la conscience universelle. Donc les magouilles, il faut arrêter. Et puis d'ailleurs, je voudrais aussi demander au président Tshisekedi d'appeler Fayoulou et les autres d'aller dans un gouvernement d'union nationale parce que le pays est en guerre. On ne peut pas venir comme ça tout seul. Vous savez, la main à 5 doigts, chaque n'a pas la même taille, et chaque doigt pourra en tout cas jouer son rôle. Donc, je demande au Congo Kinshasa, à Fayoulou et Tshisekedi et les autres d'aller dans un gouvernement national. Voilà. D'accord. Voilà Adrien Ouabalakou. Voilà, notre invité, Adrien Ouabalakou, il est économiste et il est congolais. Ouabalakou, hein. Je viens bien qu'on écorche mon nom, mais c'est Ouabalakou. Pardon, excusez-moi. C'est Ouabalakou. Comme excusez-moi, désolé. On n'est pas Ouabalakou, effectivement. Vous avez parfaitement raison. Je corrige, mais désolé. Effectivement, Adrien Ouabalakou, je pense que là j'ai réussi à bien prononcer votre nom. Merci, monsieur Ouabalakou. Adrien, nous allons parler du Sénégal. Là-bas, une crise politique au Sénégal. Le président a fait un autre décret, il a sorti un autre décret qui annule le précédent pour reporter les élections et son opposition part plutôt d'annulation de l'élection présidentielle qui aurait dû avoir lieu le 25 février 2024. J'aimerais avoir votre analyse de cette situation. Je suis sûr que vous êtes en train de suivre l'actualité du côté du Sénégal, parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de manifestations depuis cette décision. Quelle est votre analyse de cette situation? Je pense que le président Macky Sall fait du mal, pas seulement au Sénégal, à toute l'Afrique, cette Afrique subsaharienne, et que le Sénégal était un modèle de démocratie avec des imperfections, bien entendu. J'ai entendu en tout cas le président d'ancien, son prédécesseur Ouad, de dire il faut l'arrêter, il faut le chasser, il faut l'arrêter. Je pense que quand Ouad était aux affaires, il est monté au créneau, il était Premier ministre à cette époque-là. Je pense que c'est malheureux de venir s'enculer au pouvoir comme ça, inutilement comme ça. Il a un très bon bilan. J'ai vu le Sénégal s'est développé, contrairement au Congo-Brazzaville, c'était les deux capitales des Français, c'est-à-dire il y avait l'IF d'un côté, l'Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française du Sénégal, avec l'économie de l'arachide, qui nous a montré que ces pays est quand même bâti, il faut le reconnaître, contrairement au Congo-Brazzaville, j'ai fait cette comparaison-là, qu'au Congo-Brazzaville avec le pétrole qui a coulé tout le temps, allez voir un peu ce qui se passe au Congo, donc le bilan économique et social, je pense que c'est positif pour lui, et maintenant, je pense qu'il faut quitter les affaires avant que les choses vous quittent, parce que là, il va risquer gros, il va risquer la prison. C'est ça qui va arriver à lui. Et je pense que il est lâché par tout le monde, la France, tardivement, en tout cas. Il n'a qu'à faire comme Georges Weah, savoir quitter les affaires. Il y a une vie, en dehors de la vie politique, il y a aussi une vie, en dehors de ça, donc, qu'il soit un démocrate. Maintenant, il a tout fait, il a piégé en tout cas les institutions sénégalaises d'avoir une chambre du Parlement, le Parlement avec une seule chambre. Je pense que c'est une faute. C'est ce qui est soutenu par certains Congolais. Pour faire des économies, il n'y a pas des économies à faire. C'est une affaire des masses monétaires, d'une enveloppe. Maintenant, on s'est reparti avec les deux chambres. Maintenant, c'est comme ça que ça devait être géré. Maintenant, je crois savoir que finalement, il y a un cafouillage entre le Conseil constitutionnel et puis l'Assemblée nationale. Et donc, s'il y avait cette chambre-là, je pense qu'on devait apprendre de nos erreurs. Il y aurait eu, puisqu'ils ont copié la Constitution française, mais quand on la copie, il faut la copier entièrement. Mais quand on la copie mal, ça finit aussi mal. Et donc, ça crée un flou, en tout cas juridique là-dedans. Et donc, s'il y avait le Sénat, je pense qu'en France, en cas de différence du président, c'est le président du Sénat qui doit organiser les élections. C'est lui qui assure l'intérim dans les 90 jours.
Et donc là, ce que je peux demander aux peuples sénégalais, il faut battre campagne parce que c'est la rencontre des membres avec le peuple, tel que c'est parti comme ça. Je ne dis pas de tirer en long, en extension comme ça, jusqu'en décembre, ça fait quand même un 3e mandat. Qu'on soit raisonnable, il faut battre campagne, parce que maintenant que tout le monde est au courant de cette mafia, ce n'est pas digne. En tout cas, le bilan est positif. Hein. Je dis, j'ai vu les infrastructures au Sénégal. C'est ce que je disais, au lieu d'écouter tous ces tapages en France sur l'immigration du Sénégal, je pense qu'en installant des infrastructures, un aéroport, des plans, les chemins de fer, on a vu, et des pays et tout, la ville qui est désengorgée par rapport à l'étouffement de la population, on parle d'écologie là-dedans, les effets de gaz par effet de serre. Je pense que le bilan de ce côté-là, on va dire que ça va. Et maintenant, il faut des types de pouvoir. C'est une règle d'or et que le faire du mal à ce pays, le Sénégal, qui est un exemple pour d'autres démocraties de l'Afrique subsaharienne. Et donc, voilà, donc c'est un conseil. Donc, raisonnablement, je joue la médiation. Il faut battre campagne. C'est très court. C'est une campagne présidentielle. L'opposition de battre campagne, elle n'est pas certaine que l'élection aura lieu, parce que ça a été reporté, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, c'est trop long. On peut prendre les 90 jours raisonnablement, c'est ça. Hein. On peut prendre 90 jours et puis que les gens se préparent, que d'aller dans une élection mal préparée comme ça. Donc, celui qui sera élu sera mal élu. Et donc, il faut qu'on se donne du temps. Le temps a besoin du temps. Vous avez compris? Et donc, il faut se donner cette marge de 90 jours internationalement. Et maintenant, tel qu'il a chauffé les esprits, ils sont des dilutions au Sénégal. Les gens n'écoutent plus, alors que je sais qu'écouter, c'est parler des fois. Il faut maintenant qu'ils écoutent la raison, qu'on se donne la marge de 90 jours pour préparer cette élection, parce que ça va engager l'avenir du Sénégal. Voilà, c'est un Africain du Congo-Brazzaville, neutre dans ces discussions. Il n'a jamais été un battant-guerre. Je pense que la guerre civile, je ne sais pas comment, je ne suis pas un apôtre de la violence, parce que la violence nous amènera nulle part. D'ailleurs, il faut qu'on apprenne à dompter la violence. Donc la violence, c'est en Afrique. Ce n'est pas dans nos gènes, hein, la violence. Parfait. Voilà, Adrien Ouabaloukou, nous parlions du Sénégal. Je me suis dit, je voudrais enchaîner avec vous le 3e point de cet entretien. C'est le CFA, le franc CFA. Et oh là là, quelle surprise, je sais que j'étais averti. Je me rappelle de ces débats qu'on avait eu avec Morisson, non? C'était ça, non? Le professeur de la Banque de France, effectivement, un éminent économiste néoclassique et tout, qui nous a bombardé les théories des néoclassiques. Ça, effectivement. Alors, parlant des francs CFA, aujourd'hui, vous avez vu, en tout cas, je prends l'exemple, en tout cas au niveau du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu au moins 3 pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, qui sont retirés de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et il y en a qui parlent là aussi de sortir du franc CFA. Il y a eu le projet de réforme du franc CFA pour devenir éco, mais il y a toujours donc des critiques pour dire toujours le franc CFA est toujours adossé à l'euro, le franc CFA dépend toujours géré à distance par la France. Quelle est votre analyse de tous ces projets d'évolution et de réforme, entre guillemets, de cette monnaie? Le franc CFA, c'est une monnaie, c'est même pas une monnaie parce que elle ne participe pas à la compétition. On ne vend pas le pétrole avec du CFA. Et puis, quand on veut exporter des produits manufacturés, on se sert de l'euro, donc ça ne va pas. Et donc, avant que je commence mon propos, il faut dire à quoi sert la monnaie. La monnaie est définie par Aristote par 3 fonctions: unité de compte, réserve des valeurs et aussi l'intermédiaire des échanges. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'équivalent général, où ça nous permet d'éviter en tout cas des trocs. Donc, il y aura plusieurs points de vue. Il y a la monnaie divisionnaire, forme divisionnaire, et puis l'autre, c'est forme fiduciaire, c'est-à-dire les billets des banques. Et les billets des banques, les pièces sont des divisionnaires. Et puis le structural, ça
ça concerne là les billets, les virements, et puis, etc. Et puis on peut aussi ajouter la monnaie électronique, c'est-à-dire les prépayés, pour en tout cas pas de la monnaie. Donc la monnaie, il y a eu cette crise, par exemple au Congo, avant que je vienne sur les CFA, je viens à bout du CFA, qu'il manquait de la monnaie à Brazzaville pour les petits commerçants et pour exercer leur commerce. J'étais interpellé par ça. Je disais que du point de vue néoclassique ou classique, la monnaie normalement n'intervient pas. Ça sert d'avoir un certain niveau de prix seulement. Et puis, pour Ken, oui, la monnaie n'est pas neutre dans l'économie. Quand on est dans l'économie domestique, bon, on peut s'en passer, mais lorsque on commence à faire l'international des échanges d'un certain volume, je pense que la monnaie rentre en ligne de compte. Maintenant, pour aller vers Marx, il disait que la monnaie est une marchandise, ça se vend et ça s'achète, ça se gère comme une marchandise. Et puis, il a ajouté encore, en substance, que c'était la souveraineté d'un pays. Donc, le CFA, c'est une monnaie, ça nous sert de la déco, ça ne participe à rien. La parité est fixe, et ce n'est pas bon qu'elle soit fixe comme ça, parce que en face, nous avons le franc qui est là, avec une parité variable, et donc ça donne aussi des institutions stables. Et alors que nous avons, normalement, la logique aurait voulu qu'avec une monnaie à parité fixe, que nos institutions soient stables, c'est que le contraire, c'est la pagaille. Et donc, puisque nous sommes à la fin du monde, il ne faudrait pas qu'on infantilise nos chefs d'État, les sociétés circonstances sont très forts, qu'on soit des enfants, qu'on ne soit pas capable de gérer une monnaie. On a dit que c'est une marchandise, ça se gère pareil. Hein, on vend, on achète. Et donc, vous avez des petits pays comme la Colombie qui arrivent à battre en monnaie, et c'est quand même extraordinaire. Hein, cette souveraineté, en tout cas, de Karl Marx, c'était aussi un levier dans l'économie. Donc, on ne peut pas. Moi, je disais, c'était une plaisanterie à ma fiancée, que c'était quand même pas normal que moi j'ai travaillé, que je lui laisse la carte bleue. Et comme ça, non, ça ne se passe pas comme ça. Je pense que c'est maladroit, c'est irresponsable de faire comme ça. Et puis, d'avoir une monnaie qui n'est pas convertible. Parce que quand vous prenez l'euro, il n'y a pas l'euro belge, il n'y a pas l'euro allemand. Et puis, c'est Morrison, je pense que vous vous rappelez qu'il nous disait qu'on avait une forte, par rapport au dinar, la plus forte monnaie du monde, c'est le dinar de Koweït, koweïtien. Bon, en tout cas, on parlait du dinar, c'est une monnaie, mais c'est qu'elle était plus solide, plus forte. Non, c'est une illusion, c'est une vue de l'esprit. Je renvoie, en tout cas, pour une référence qui soit clair pour tout le monde, quand il y avait le benchmark et puis le franc CFA, on a connu des dévélations avec le défunt Jacques Delors. Il n'y a pas des monnaies fortes pour une économie faible. Ça n'existe pas. Et donc, nous avons une monnaie forte et puis une économie qui n'existe même pas. Allez voir Brazzaville, c'est n'importe quoi. Et donc, il faudrait qu'on soit sérieux. Alors, cette monnaie nous pose beaucoup de problèmes. Non seulement il fallait qu'elle soit arrivée. D'ailleurs, je voulais saluer ceux qui m'ont engagé dans ce combat, parce qu'il n'y avait pas de monétaristes du côté d'Afrique centrale. Je voulais saluer le professeur Nicolas Agbo, que vous connaissez, de la Côte d'Ivoire, aussi l'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Mamadou, que vous connaissez, Koulibaly, qui ne lâche pas le mot, c'est agrégé de l'économie. Et quand j'avais vu qu'il y avait un vide au niveau d'Afrique centrale, finalement, je me suis embarqué, par des truchements, il faut aussi le dire, Armand Manjono, qui avait invité des économistes congolais, qui avaient pris la clé des champs, qu'il fallait présenter les pavillons des bateaux congolais. Et bien, je suis venu à cette émission avec Kemaï, que je salue, où on a discuté avec le professeur Morisson, qui nous racontait des histoires. Il croyait qu'on était encore des gosses, des dévélations un peu, des dévélations idiotes. Il voulait influencer les gens, mais ils ne sont pas influençables. Et donc, cette monnaie nous pose beaucoup de problèmes. Et donc, je disais encore, pour bien expliquer à nos éditeurs, j'ai deux comptes à la banque, j'ai un compte épargne, et puis j'ai un compte courant, chèque et tout. Et bien, il arrive que je n'ai plus d'argent, je vais voir mon banquier, il me propose encore
un prêt. Non, alors que j'ai l'argent, l'économie, l'épargne sert à cela. C'est pour affronter les éventualités. Et donc, aussi, quand vous allez dans la formation, les Portugais, ils arrivent à enseigner l'économie après le bac, mais ici, pour faire la monnaie, c'est-à-dire les finances, c'est difficile, peut-être à l'UT, et sinon il faut avoir un master à l'époque, un DSS, et donc c'est des chasses gardées, on a rendu notre élite aux têtes comme ça, parce qu'un petit pays comme la Cambie, avec moins de ressources que le Congo, eh bien, nous sommes à la traîne. Et donc, ce n'est pas bon. Et donc, cette monnaie n'est pas convertible. Oui. Alors, la monnaie devait être convertible, c'est ce que nous disait, en tout cas, en Morisson, parce que je le cite. Mais lorsque j'étais à la frontière, regardez un peu cette carte, je ne vais pas suivre le chemin des SDF de l'armée française qui ont quitté le Mali, on les a vus au Burkina, on les a virés, et ils sont aujourd'hui au Niger, après pour rentrer au Tchad. Alors, le Tchad, pour l'histoire, le Tchad et le Niger, est-ce qu'il y a un champ magnétique? Est-ce qu'il y a l'eau qui sépare les deux pays? Mais on ne peut pas les faire les affaires dans les deux pays parce que la monnaie n'est pas convertible. Il faudrait que ça passe par D'accord. Mais Adrien, oui. En tant qu'économiste, pour être concret et pragmatique, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour réformer cette monnaie pour qu'elle soit adaptée aux besoins des pays africains, en fait? Pour qu'elle soit une monnaie, parce que vous avez commencé par dire que ce n'est pas une monnaie selon vous. Ça sert à la déco, c'est pour la décoration, elle ne sert à rien, elle ne participe à aucune compétition. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut abandonner le franc CFA, créer une nouvelle monnaie, ou bien il faut réformer le franc CFA? Et quelle réforme concrète? Vous interrogez le citoyen africain ou le citoyen lambda comme ça? Alors, en tant qu'Africain, je pense que ça ne sert pas, cette monnaie-là, ça met à la poubelle, ça ne sert à rien, parce que ça crée beaucoup de difficultés. Et vous savez ce qu'on appelle garantie? Les Africains, les 15 États, 3 zones pour la même monnaie. Et puis, ce n'est pas converti. Quand vous arrivez en Afrique de l'Ouest, il faut encore venir à Paris pour que... C'est une dame qui a fait la démonstration, elle a fait des études ici, elle est douanière. Et quand vous partez de Brazzaville avec la même monnaie, il est temps de faire la conversion, vous perdez de l'argent parce que, semble-t-il que l'économie de l'Afrique de l'Ouest est plus avancée que nous. Est-ce que c'est normal? Vous avez déjà vu le franc comment? L'euro belge et puis l'euro allemand, ça n'existe pas. Et donc, ces 3 zones-là, je pense que c'est une erreur. Et d'ailleurs, la monnaie, c'est l'acte final dans une économie. On nous a fait faire des choses de travers comme ça. Vous avez vu le Maastricht, comment ça a marché? Il fallait déjà commencer par l'économie, et puis l'acte final, c'est la monnaie. Qu'est-ce que j'entends par l'économie? L'économie, c'est l'économie réelle. Maintenant, quand il y a eu la pandémie ici en France, parce que c'est Maurice Allègre qui a dit que c'était un autodidacte de l'économie. L'école des mines, c'est brillant, l'économiste qui a écrasé tout le monde ici, prix Nobel d'économie, qui disait qu'il fallait un peu mettre des mathématiques et puis de la physique en mathématiques. Et pendant la pandémie du Covid, les économies étaient à l'arrêt. Et donc, je vous représente cette poulie-là, avec le fil en bas, vous avez le poids, qui représente l'économie réelle. Et puis de l'autre côté, le fil qui pend, vous le tirez, F qui représente la finance. Alors, il ne peut pas, il faudrait que pour créer la monnaie, il faut que ça représente une certaine économie réelle. Autrement dit, c'est ce que je disais, quand vous êtes dans le désert, est-ce que quand vous avez soif, vous avez besoin de sacs d'argent, vous avez besoin d'eau? Et donc, il faut bâtir ce qu'on appelle les fondamentaux de l'économie. Il faut qu'il y ait cette économie réelle. Si on n'a pas d'économie réelle, on est dans le vent, on est dans le virtuel. Et donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, le fonds CFA n'a pas sa place, il ne participe à aucune compétition, parce que quand vous êtes quand même au Niger, pour entrer au Tchad, il n'y a pas une frontière, il n'y a même pas un champ magnétique, et vous ne pouvez pas convertir cette monnaie. Donc, le franc CFA, il faut s'en débarrasser. Oui, normalement oui, puisque ça n'a aucune utilité. Et ils prennent toute comment on appelle ça, la moitié de la masse pour venir garantir. Vous savez ce qu'on attend par garantie? Et puis, au lieu de garantir ça, on est jusqu'à la Banque de France, il est garanti, on vient déposer bêtement les francs CFA à 50%, et cette masse-là au trésor public. Vous savez, quand vous déposez l'argent, c'est une réserve. Une réserve est un actif. Et donc, c'est avec ça qu'on paye, je vous dis tranquillement, les fonctionnaires, une partie des fonctionnaires français. Et puis à côté, vous n'avez rien. C'est l'image que vous avez dû voir sur ma page Facebook
ces brillants directeurs d'école qui finit par la mendicité et que vous avez, messieurs, puisque c'est le franc CFA, hein, nous sommes prisonniers de ça. On ne peut pas rien faire parce que nous sommes prisonniers de ça et que nous sommes des petits-enfants, l'enfantillage, et que ce sont les autres qui doivent gérer notre portefeuille. Non, vous allez au boulot, c'est à vous de gérer votre portefeuille. On est d'accord, nous sommes majeurs maintenant, et donc ce qui fait que vous avez M. Priani qui fait toute la honte. Vous imaginez un peu ces messieurs qui ne sait pas combien d'argent il s'est plaint, et il est poursuivi. Vous savez qu'il est chevalier de la Légion d'honneur. Quelle Légion d'honneur? Et vous avez, heureusement que vous avez l'ancien candidat écolo, comment on l'appelle, Jadot, avec celui que je connais, que j'ai fréquenté. J'ai oublié, il était secrétaire d'État avec Sarkozy, qui sont en train de faire une enquête sur le fonctionnement parce que Total devait être le fleuron de l'industrie française. Et derrière Total, il devait drainer des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas un fonds de roulement, de venir en Afrique, là-bas, et Total se comporte très mal. Regardez la vie de Compte-Noir. Hein, et ce monsieur qui vient se plaindre de son salaire, qui n'est pas assez payé comme ça, et regardez des images que j'ai présentées, ce directeur d'école qui finit par la mendicité, et il doit manger alors que... vous avez vu le Koweït, qu'est-ce qu'on peut faire avec le pétrole? Non, pas le Koweït, j'allais parler du Qatar, ce petit pays qui sort comme ça, et qui organise une Coupe du Monde, aller voir un peu ce qui se passe au Congo là-bas. C'est une honte. Alors, nous voulons changer les choses. Alors, en tout cas, les Français ont pris conscience de ça. Les Français ont pris conscience de ça. Il faut simplement changer ce logiciel-là. Vétus, Ramayad dit la même chose. Et donc, si on arrive à corriger ça... Il faut changer le logiciel. Adrien Obalako, nous arrivons au terme de cet entretien. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le Mali, le Burkina et le Niger ont quitté la CEDEAO finalement. Et je pense que le divorce risque encore de continuer, quoi. S'enfoncer, de continuer sur d'autres aspects. Après, il faut rappeler, après une crise entre ces trois pays et la CEDEAO, il faut rappeler aussi que dans ces trois pays, il y a eu des coups d'État. Donc, il y a eu une sanction de la part de la CEDEAO. Il y a même eu un projet un certain temps de vouloir intervenir à travers les militaires, une intervention armée au Niger pour pouvoir rétablir sur le fauteuil présidentiel l'ancien président qui a été déchu, tout simplement du côté du Niger. Quelle est votre analyse de cette situation? Je pense que les trois pays ont raison. C'est Noël Mamère qui disait, l'uranium est quand même au Niger. Il n'y a même pas une ampoule qui éclaire les maisons. Et puis vous avez deux tiers des ampoules en France éclairées par l'uranium du Niger. Donc c'est quand même malsain. L'économie a aussi besoin. L'économie, il y a aussi la vertu de l'économie. Et donc je pense que oui, ces trois pays ont pris cette décision parce que c'est la CEDEAO qui s'est tiré tranquillement la balle dans son pied. Et donc ils se sont foutus de quoi tous dans l'œil. Je pense que c'est jamais fini. Et la vie est un éternel recommencement. Et je crois que même c'est une petite entité, ils pourront la garder. Mais c'est appelé et qu'on récolte les morceaux. On aura à recoller les morceaux. Je ne perds pas espoir. C'est juste que c'était très bien ces coups-là. Parce qu'on ne peut pas déshabiller simplement pour habiller, je ne sais pas, Saint-Paul, je ne crois pas à ça. Et donc, moi, je suis dans la solution africaine. Il faudrait qu'ils reviennent au bon sentiment. Et ça peut exister, mais on aura à recoller les morceaux. Mais ce n'est pas le moment. C'était pour dire aux hommes qui sont en face de changer leur logiciel. Ramaya avait été très clair là-dessus. Et soit on va partir, soit on va nous virer. Regardez les Anglais, comment ils font. Ils savent partir. Ils reviennent commercialement. Vous avez l'armée, des puissances. On a vu, en tout cas, l'armée française s'est fait ridiculiser. On les appelait des SDF, de partir du Mali, on les chasse. Au Burkina, on les chasse encore. Et ils arrivent au Niger, pas très loin, à la frontière avec le Tchad. Et puis, vous avez le fils d'Émile. Il est imprévisible. Il est multipolaire. Mais qu'est-ce qu'il y a ça? Il s'est retrouvé, je pense, à Moscou. Et donc, il n'est pas très maîtrisable. Donc, il y a tout un bordel là-dedans. Mais je pense que
on reviendra au bon sentiment. Donc, c'est bien, c'est tout en fait. Ce n'est pas mauvais, parce que le peuple souffre. Et donc, moi, je suis pour la théorie du grand nombre. Mais regardez, qu'est-ce qu'on nous vend en Afrique là-bas? Bon, je ne vais pas rentrer dans. Bon, allez, je vous écoute. Voilà, qu'est-ce qui explique ça? Dites-moi. Vous dites que les Anglais sont partis, mais l'armée française a du mal à partir. Et c'est quoi les raisons? Qu'est-ce qui explique ça? Mais c'est une mauvaise vision. Le monde a changé. Nous sommes dans un village planétaire. Il faut qu'il s'accommode des autres. La France est la bienvenue. Moi, le premier à le dire. J'ai demandé à Total Finance, je pense que vous avez la lettre d'État pour un individu qui n'a pas eu peur. Je suis allé à l'époque voir Brice Claude, directeur de Total Finance. C'est une lettre d'État. C'est ce que les sociétés devaient négocier. Mais ils viennent ici, ils se contentent des miettes, et ça ne va pas. Et le grand peuple souffre. Donc il faut corriger ce logiciel-là. C'est ce que je disais quand François Hollande est venu sur mes positions, quand je disais que la croissance, la grande croissance, c'est bien mal de l'Afrique. Nous avons une population jeune, et donc vendre le pain, c'est maintenir la croissance. Et lorsqu'on vend des armes, on en est un petit peu un peuple. C'est ce qui se passe de l'autre côté. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut revoir ce logiciel-là. D'accord. Je reviens encore sur les CFA, pour la bonne compréhension. Cet argent devait peut-être arriver, comment on appelle ça, à l'euro, et qui n'est pas le cas. Chasse gardée, on vient déposer l'élément au Trésor public français, et que nous, ils sont des éléments de la farce. Et puis, pour reprendre un peu la pensée, il faut que l'Afrique prenne la vitesse de son émancipation. Je pense à Nicolas Agbo qui disait que même si le franc CFA est arrimé, lorsque vous remorquez une voiture par TGV, je pense que votre voiture de Paris-Marseille risquera à perdre ses roues. Et donc, nous avons le temps, c'est comme les routes que je vois au Congo, et les routes de Bouya, ça ne ressemble à rien du tout, c'est des petites... Mais nous avons l'espace et le temps. Ce sont des notions essentielles en philosophie. Alors, en cours, j'ai vu la municipalisation au Congo, en cours pour rien. Et donc, il faut que l'Afrique puisse prendre son rythme de développement. On n'a pas de CFA arrimé. C'est l'exemple de Agbo. Arrimé. Une voiture qui s'est fait remorquer par un TGV, ça ne sert à rien, on perd des roues. Et donc, on peut en faire la pédale. Il faudrait qu'on revienne au bon sentiment. Et puis, voilà. Je vous écoute. Bien. Merci Adrien Ouabalougou d'avoir accepté cette invitation ce soir sur Africa Midi dans l'émission Savoir et Comprendre. Nous espérons vous avoir prochainement pour pouvoir avoir également prochainement vos analyses sur les sujets relatifs à l'actualité. Si vous me permettez, M. Ibrahima, je voulais dire sur la dévaluation qu'est-ce qui s'était passé et lorsque Morrison avait dit d'une manière tonitruante que c'était une dévaluation de 50%, qu'on avait coupé la monnaie en deux. Non, c'est pas vrai, je reviens sur ces calculs-là, c'était un peu d'accroissement. Puis j'envoie des fleurs à Christian Labrousse, cet économètre qui est très, très compétent. L'accroissement, c'est P1 ou bien PN sur P0. Et donc, le fond, on était parti à cette dévaluation de 50 à 100. Et lorsque vous divisez 100 par 50, vous avez 2. Donc, ça avait doublé mécaniquement la dette. Et donc, cette dévaluation à 50%, c'était une idée de l'esprit, c'est pas vrai. Et donc, voilà. Et voilà, je voulais repréciser ces calculs-là. Et puis, il était là quand il a dit que c'était 50%, c'est pas vrai. Il voulait nous influencer, il n'a pas pu. Et j'ai beaucoup félicité Kemayou qui disait à un certain moment qu'on a été dépourvu des moyens pour aller à bout de M. Morrison. Il fallait utiliser la méthode par tâtonnement pour arriver, parce que ce monsieur était talentueux, un néoclassique à tout craindre. Il voulait nous faire avaler n'importe quoi, et que finalement, la dévaluation a servi à quelque chose. D'ailleurs, prenez l'exemple, ils s'en foutent des Français. Monsieur Bruno Le Maire, il était incapable de dire en terre congolaise à Brazzaville pourquoi on devait dévaluer le franc. Il ne savait pas, on lui a posé la question, c'était surévaluer ou sous-évaluer. Il était incapable pour le ministre, c'était un bon mathématicien, ça je le connais, il était incapable de Brazzaville. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire, monsieur Ibrahima, qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi j'enseigne le stock, il y a le stock virtuel, et puis
il y a le stock réel. Alors, il devait, lui, en tant qu'administrateur de cette monnaie-là, il devait se référer à la valeur réelle de francs et pour pouvoir discuter avec vous. Vous voyez? Et donc, il ne faut pas... Si vous voulez, nous allons certainement, si vous voulez, nous pouvons également essayer de programmer une prochaine émission, pourquoi pas. Avec Bruno Le Maire, j'espère. Le débat que vous suivez là. Effectivement, pour éclairer les lanternes des auditeurs, comme ça, les interpellations pour... Incapable de dire la valeur, le franc a une valeur nominale, a une valeur réelle. À Brazzaville était incapable de dire pourquoi on devait dévaluer. On dévalue parce que on a besoin de pénétrer d'autres marchés. Nous allons voir prochainement. Il n'était pas été surévalué ou était sous-évalué. Il n'était pas, quand on ne connaît pas, on se réfère à la valeur réelle, c'est celle qui concerne en tant qu'administrateur de cette monnaie-là. C'est n'importe quoi, ça. Donc, merci en tout cas, Adrien Ouabalakou, puisque nous arrivons au terme de cet entretien pour ce soir. Et voilà, je reviendrai vers vous prochainement pour d'autres émissions et puis également des débats sur ces sujets. Merci pour le but national, merci à la France, merci à l'Afrique et merci beaucoup. Il faut privilégier les relations des peuples à peuple que de privilégier les relations d'État parce que dans la relation d'État, il n'y a que des intérêts. Et merci au peuple français. Merci à vous. Merci à vous. Je voulais leur dire un petit coucou et merci beaucoup. Vive la France et vive le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mes auditeurs, vous êtes sur Africa Midi et c'est dans l'émission Ça va les comprendre. Il faut que cela cesse. Nous avertissons tout le monde. Nous ne sommes contre aucun parti. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes au-dessus des partis aujourd'hui, en ce jour. Mais nous avertissons aussi que nous nous battrons contre qui que tu sois qui n'agit pas bien pour l'intérêt du peuple de la Guinée. Ce qui s'est passé en Libye avant 2011, la Libye avait un président qui était bien, qui était panafricaniste et tout ça. Et nous savons très bien aussi que cette intervention il y a une résolution au niveau de l'ONU, il n'était pas dit il fallait évincer Kadhafi, mais c'était pas ça, mais ça a été complètement dénaturé. Voilà. Au lieu de nous appeler, n'est-ce pas, et discuter avec nous, ils nous traitent, n'est-ce pas, de sauvages, n'est-ce pas, de bêtes sauvages, n'est-ce pas, de rebelles. Au lieu de nous appeler. Ces rebelles-là constituent aujourd'hui l'ensemble des anciens de la République de Guinée, ça ne travaille pas en Guinée, et ils disent que nous sommes des rebelles. Il invite les centrales qui n'ont aucune représentativité au niveau, n'est-ce pas, de la base, surtout de l'éducation. D'accord. Donc, je vais rapidement vous dire tout ce que les gens disent, Alpha Condé est le meilleur politicien en Guinée, c'est faux. Moi, je vous le dis, et je le persiste et je vous donne des exemples. Parce que moi, j'ai vu Alpha Condé venir au pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Alpha Condé, pour sa première participation aux élections, il était autour de 25%. Je dis pas de l'utopie. Je ne parle pas de l'utopie sur ce plateau. Je parle de l'objectivité de ce qui existe dans nos lois et la détermination des Guinéens vis-à-vis de ce régime mafieux, corrompu, incompétent, amateuriste et clientéliste. Je persiste, la question de troisième mandat est non négociable.